Bon bah c'est parti pour encore un test vraiment sympa d'une grande première avec des promesses techniques sur l'affiche impressionnantes, mais bien sûr comme d'hab on verra ce qu'il en est dans la réalité par rapport aux images et bien sûr on comparera à la concurrence. C'est parti. The city, hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Alors cette vidéo, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent et en tant que youtubeur spécialiste de ce style de caméra, c'est un vrai régal à faire. Voici la première caméra 360 de chez DJI, la Osmo 360. Alors on sait que quand des marques tentent de se lancer dans un domaine qu'elles ne maîtrisent pas, c'est parfois compliqué. On l'a vu avec GoPro et son drone Karma qui a été un fiasco total pour GoPro. Là, DJI, leader mondial des drones et peut-être aussi des stabilisateurs, sort sa première caméra 360. Alors elle a une fiche technique qui est impressionnante, on verra tout ça en détail. Bien sûr, on verra aussi avec plein d'images, plein de tests, si dans la vraie vie, la fiche technique, elle est vérifiée. Et on comparera ça évidemment avec la X5 que voici de chez Insta360 pour voir un petit peu comment elle se compare, comment elle se mesure ces deux caméras. Est-ce que la DJI est d'entrée meilleure que la X5? Est-ce que la X5 a des avantages qu'elle garde par rapport à la DJI? Bref, plein de questions super intéressantes, le tout avec de belles images. Sous la vidéo, je mets comme d'hab des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par DJI, j'ai pas été payé par eux pour la faire. Cette caméra m'a été par contre offerte bien sûr pour ce test. Et la vidéo est sponsorisée par Lexar. Lexar qui font notamment des cartes micro SD, on en reparlera plus tard. C'est parti. Alors pour commencer, on parle de l'extérieur, de tout ce qui est design. Ça ne vous aura pas échappé, cette DJI Osmo 360 a un format un peu carré comme la GoPro Max. Certains disaient sur les réseaux qu'il n'est pas ce format carré. Moi j'aime beaucoup. D'une part, elle pèse 20 grammes de moins que la X5. On est environ à 184 grammes là avec la carte micro SD et la batterie insérée. Donc elle est moins lourde et comme elle est moins haute, beaucoup moins haute, en fait quand on la met sur une perche, on a moins de bras de levier. Donc c'est moins contraignant à porter au bout d'une perche, parce qu'elle est moins lourde et qu'elle est moins haute. Ça, c'est un point qui est positif. Ensuite, en dessous, ici, on retrouve bien sûr un filetage pour y mettre une perche à selfie, comme d'hab, mais aussi ici, on a une accroche standard de caméra d'action de chez DJI, comme sur les Osmo Action 5 Pro ou 4 ou 3. Donc là, on va pouvoir utiliser différents accessoires de chez DJI, et ils ont aussi sorti un accessoire, enfin plusieurs d'ailleurs, qui sont dédiés à cette Osmo 360. Ici, c'est aussi aimanté, très pratique. Quand on a une rambarde en métal ou quoi, on peut la poser dessus. Elle tient, c'est un aimant, c'est un très très bon point. Les objectifs ne sont pas changeables. Donc ça, c'était la nouveauté apportée par la X5 par rapport à la X4. C'est qu'en cas de casse ou de rayure d'objectif, on n'a plus besoin de la renvoyer en SAV. Faut quand même payer, mais il faut payer beaucoup moins cher. Et on commande un pack d'objectifs qu'on peut remplacer soi-même à la maison. Ça, j'en ai parlé en détail. Cette DJI Osmo 360 n'a pas d'objectifs qui sont remplaçables à la maison comme la X5. Donc si vous rayez ou cassez votre protection d'objectif, il faudra la renvoyer en SAV. Et si vous avez pris le DJI Care, vous paierez moins cher sur le premier renvoi en SAV pour casse ou rayure d'objectif. Donc dans tous les cas, quelle que soit la caméra, c'est payant. Quand on raye ou qu'on casse une lentille, dans tous les cas c'est payant. Mais ça peut être plus ou moins. Disons que chez Insta360, sur la X4, c'est payant, ça coûte cher, il faut la renvoyer en SAV. La X5, ça coûte moins cher et on remplace soi-même à la maison avec un kit. Et cette DJI, le premier remplacement est moins cher avec le DJI Care et les suivants sont plus chers. Donc j'ai pas encore les prix. Dès que j'aurai les prix, je vous les mettrai. Enfin, si j'ai les prix avant de publier la vidéo, je vous les mettrai à l'écran. Mais je sais que c'est un frein pour certains, cette impossibilité de remplacer soi-même à moindre coût les protections d'objectifs, mais en tout cas c'est comme ça. Alors après ils sont quand même costauds, moi je l'ai quand même pas mal cogné et tout, il n'y a pas une seule marque, pas une seule rayure, mais bon, il faut savoir aussi que depuis que j'utilise des caméras 360, c'est-à-dire
depuis le début en fait qu'elles existent quasiment. J'en ai jamais rayé ou cassé une, donc je fais vraiment gaffe. J'utilise tout le temps des pochettes quand j'en ai en néoprène comme ça, parce que celles en caoutchouc qui sont très très près des lentilles, si on a un petit grain de sable dedans on pourra rayer les lentilles, alors que là-dedans j'ai jamais eu de soucis. Pareil, vous avez vu avec ce 5, elle est dans sa pochette en néoprène, je préfère ça aux étuis en caoutchouc. Donc moi, vu que j'en ai jamais rayé ou cassé, pour moi c'est pas une contrainte. Maintenant, c'est sûr que celui qui fait du VTT et qui est habitué à accrocher, ou de la moto, à accrocher sa caméra 360 près des roues et qui prend des gravillons dessus régulièrement, bah là c'est clair que pour lui c'est pas adapté. Il vaut mieux une caméra où ça coûte moins cher de les remplacer. Mais bon voilà, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas forcément une contrainte quand on est un petit peu soigneux. Ensuite, on retrouve des micros un petit peu partout là, sur le dessus, sur le devant et sur le derrière. On fera des tests son plus tard dans la vidéo. Et après, on a le bouton on-off, 2 boutons devant. Je ferai une vidéo dédiée à un tuto pour débutants sur cette Osmo 360, dans lequel j'expliquerai en détail comment utiliser ces différents boutons. On verra pas ça aujourd'hui. Et après, on a 2 trappes. Donc une trappe ici dans laquelle on a accès à la fiche USB-C qui sert à charger cette caméra, mais aussi à la brancher à un PC ou à un Mac. Et de l'autre côté, on a une trappe pour la batterie et la carte micro SD. Alors cette batterie, en fait, c'est une batterie qui est compatible avec les batteries des Osmo Action 5, 4. Donc, et d'ailleurs, les batteries des Osmo Action 5 et 4 marchent sur cette DJI Osmo 360. La différence, c'est qu'elles ont un peu moins de capacité. Donc, en gros, c'est complètement interchangeable. On peut utiliser les batteries de Osmo Action 4 et 5 sur la Osmo 360 et vice versa. Mais les batteries de la Osmo 360 ont plus de capacité. Elles sont, je crois, 1900 mAh de mémoire. Pareil, je vous mettrai ça à l'image parce que j'ai fait des petites vidéos pour vous montrer la différence. Et donc près de la batterie ici, on a aussi la petite trappe pour la carte micro SD. Notez que on peut enlever la carte micro SD sans avoir à enlever la batterie, contrairement aux caméras de chez Insta360. Et au niveau des cartes micro SD, eh ben, ça tombe bien, c'est le sponsor de la vidéo, c'est Lexar. Dans cette vidéo, j'ai fait tous mes tests avec la Lexar Silver Plus. Donc j'en ai une ici qui est encore dans l'emballage, l'autre elle est dans la Osmo 360. C'est une carte qui marche super bien. Donc là c'est 256 Go. C'est des cartes qui sont super rapides. On est à 205 mégabits seconde en lecture et à 150 mégabits seconde en écriture. C'est largement suffisant pour tous vos appareils photo vidéo, que ce soit drone ou caméra 360. Là sur les modes vidéo les plus gourmands, ça marche sans souci. Lexar, ça fait longtemps que je m'en sers. J'ai plusieurs cartes micro SD de chez Lexar depuis des années qui marchent très bien, donc c'est fiable. C'est rapide, ça marche très bien, et ceux qui me suivent ont dû s'en souvenir, mais il y a quelques mois, j'avais fait aussi un petit test de ces disques durs de chez Lexar, là, qui sont pour iPhone ou pour smartphone en général, disques durs MagSafe, qui marchait très très bien aussi. C'est une marque que j'aime beaucoup, dont je me sers vraiment très souvent, donc je suis content de continuer à faire quelques petites vidéos en collaboration avec eux. Un grand merci à eux. Bien sûr, je vous mets sous la vidéo en description des liens vers ces Lexar Silver Plus pour ceux qui veulent en acheter, quelle que soit votre caméra, encore une fois. Alors oui, il y a un slot pour carte micro SD, bien sûr, mais ce qui est aussi absolument génial, c'est qu'on a un disque dur intégré à cette DJI Osmo 360. Donc on a environ 100 Go utilisables, parce qu'il y a 120 Go, mais avec tout ce qui est logiciel, firmware, on va dire, il reste environ 100 Go. Donc on a, même si on n'a pas de carte micro SD, en fait, on a 100 Go utilisables, ce qui est vraiment beaucoup. Ce sont les seuls à faire ça. Je sais pas pourquoi, ni GoPro, ni Insta360 ne mettent de disque dur intégré à leur caméra. Chez DJI, on l'a vu sur tous leurs drones récents, on l'a vu sur leur Osmo Action 5 Pro, maintenant là-dessus, c'est vraiment génial, parce que quand on part, qu'on oublie sa carte micro SD, ou alors qu'on la remplit en cours de shooting, on a un bon espace, 100 Go, c'est même pour une caméra 360 comme celle-là, il y a de quoi faire pas mal d'images. Donc ça, c'est vraiment un très 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 gros point qui, moi, me plaît beaucoup. Toujours au niveau design, on a un écran tactile bien sûr en façade qui marche très bien, rien à dire. Il est grand, lisible, j'ai pas de souci avec. Le tactile est vraiment très réactif. Après, il est plus petit que celui de la X5, qui bon, elle est encore plus grand, donc l'écran là-dessus il est vraiment top, c'est super agréable. Donc léger avantage sur ce point pour la X5, mais en tout cas celui de la DJI ne m'a pas du tout gêné ou frustré. Pas de souci par rapport à ça. Et dernier point par rapport au design, cette Osmo 360 est étanche à 10 mètres. Donc tout ce qui est sport nautique, immersion, il n'y a pas de souci. On reparlera
dans la suite de la vidéo du rendu des images sous-marines. Notez qu'il y a un boîtier étanche, un caisson étanche de plongée là, qui va être vendu, mais je n'ai pas pu l'avoir en test malheureusement pour l'instant. Dès que je l'aurai, je vous ferai un retour dessus. Mais en tout cas, étanchéité de la caméra une fois que les trappes sont bien fermées, là c'est 10 mètres, comme ce que fait la concurrence. Bon, maintenant on parle d'un point qui est ultra important, peut-être le point le plus important de la vidéo, c'est un point technique. Donc je vais un petit peu expliquer des choses un petit peu techniques, mais ça va être très très simple, vous allez voir. Et c'est indispensable pour bien comprendre ce que DJI a fait avec cette caméra. Et pour ça, je prends mon tableau. Alors toutes les caméras, qu'elles soient caméras d'action ou caméras plus pro comme mon boîtier, toutes les caméras ont des capteurs. Le capteur, c'est la cellule qui récupère en fait la lumière et qui la transforme en courant électrique, en information. Ces capteurs, ils sont tous au format rectangulaire, d'accord? Et ce sont des capteurs qui ont un format rectangulaire avec un ratio de 4:3 entre la longueur et la largeur. C'était le cas aussi pour les caméras 360 de chez Insta360, comme cette X5, elle a un capteur qui est rectangulaire. Elle a même deux capteurs rectangulaires. Deux parce que ces caméras, en fait, c'est deux caméras distinctes. Il y en a deux objectifs et deux capteurs, un pour chaque objectif. Donc, toutes les caméras qu'il y avait avant, y compris les caméras 360, utilisaient des capteurs construits par d'autres marques et qui sont au format rectangulaire. Alors, pour une caméra comme la X5, on a donc deux capteurs au format rectangulaire, mais seul un cercle qui est à l'intérieur de ce rectangle est utilisé pour faire l'image. Ce qui veut dire que autour du cercle, on a plein de pixels qui sont présents et qui ne servent à rien. Ils prennent de la place, ils causent de la surchauffe, ils prennent des ressources, mais ils ne sont pas utilisés pour l'image finale, ils ne servent à rien. Ce qu'a fait DJI, c'est que pour la première fois, une marque a construit, enfin DJI en l'occurrence, a construit un capteur qui est spécifiquement fait pour les caméras 360 et ce capteur, il est carré. Donc là, chez DJI, sur la Osmo 360, on a un capteur qui est carré. Et donc forcément, quand tu inscris un cercle dans un carré, tu as beaucoup moins de pixels inutiles sur les côtés. Donc cette DJI Osmo 360, elle a beaucoup moins de ces pixels inutiles sur les côtés, ce qui veut dire que il y a moins de surchauffe, ça prend moins de place. Bref, c'est que des avantages. Le fait d'avoir conçu un capteur spécifiquement pour les caméras 360, c'est vraiment un truc que Insta360 aurait dû faire depuis longtemps quelque part et que DJI a fait. Alors quand on parle de taille de capteur, souvent on parle de leur diagonale. Et tu vois bien que ici, quand on parle de la X5 et qu'on te dit qu'elle a une diagonale de 1 sur 1,3 pouces, c'est cette longueur-là, 1 sur 1,3 pouces. Mais tu vois bien qu'en fait, cette longueur-là, tout ça, ça sert à rien en fait, d'accord? Alors que la Osmo 360, quand on te dit qu'elle a un capteur de 1 sur 1,1 pouces, c'est ça en fait. Et du coup là, en fait, quasiment tout, il y a beaucoup moins de choses qui sont inutiles, parce que forcément c'est un carré et c'est pas un rectangle. Donc ça c'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capteur qui fait quasiment 1 pouce sur la Osmo 360 lui permet d'avoir des pixels qui sont plus gros. Les pixels, c'est les petits photocytes, les petites cellules qui reçoivent la lumière pour après te faire l'image. Et plus ils sont gros, plus la caméra sera à l'aise dans les hautes et les basses lumières pour arriver à te récupérer différentes informations et à te les afficher surtout. Ça, c'est un premier point. Cette DJI, sur le papier en tout cas, a vraiment une meilleure sensibilité aux basses et hautes lumières que la X5. L'autre point, c'est que la X5, on te parle souvent, même moi, je t'ai dit qu'elle avait une définition maximale de 8K. Ça, ce 8K, en fait, c'est ce qui s'appelle du pixel binning. C'est-à-dire que la définition réelle de la X5, c'est 5,7K. D'accord? Mais chaque pixel, comme sur un smartphone depuis quelques années, chaque pixel, si je te zoome à fond là-dedans, et que je te montre un seul pixel, on peut le diviser en 4 petits pixels. Et selon les conditions de lumière, il vaut mieux utiliser des fois le pixel entier, ou des fois, quand c'est bien éclairé, bien lumineux, on peut utiliser les 4 petits pixels. C'est en utilisant cette technique-là que la X5 arrive à une définition de 8K. Mais quand on utilise le 8K sur la X5, s'il fait un petit peu sombre, c'est pas terrible. Il vaut mieux revenir sur le 5,7K et utiliser les pixels entiers plutôt que les 4 petits pixels. Sur la DJI Osmo 360, c'est pas pareil. La définition native, c'est 8K. On a vraiment du 8K en comptant que les grands pixels. Et en plus, on peut utiliser dans certains modes les petits pixels. Donc là, contrairement à la X5, la vraie définition native de la Osmo 360, c'est vraiment du 8K.
C'est un truc qui est hyper important et on en reparlera quand on analysera et quand on comparera les capacités photo et vidéo entre la X5 et la Osmo 360. Donc pour résumer ce point qui est ultra important parce qu'il faut bien l'avoir en tête, c'est une petite révolution, hein. Avant, les caméras 360 utilisaient des capteurs classiques faits par d'autres marques qui étaient rectangulaires avec du coup beaucoup de surface perdue, inutile, qui causaient de la surchauffe et qui prenaient de la place. DJI crée le premier capteur carré dédié à sa caméra 360 et qui en plus fait 1 pouce de diagonale. Alors un petit point intéressant encore sur les tailles de capteurs, pour beaucoup d'entre vous, la référence en la matière, parmi les caméras 360, on va dire grand public, même si elle était chère, hein, c'était la One RS 1 pouce. Cette One RS 1 pouce avait aussi des capteurs rectangulaires, et ce qu'il faut savoir, c'est que le cercle central dans le capteur rectangulaire, qui est vraiment le cercle de pixels utile à faire l'image, était vraiment petit sur la One RS 1 pouce. Plus petit que celui de la X5. Et en fait, quand on fait le calcul, la X5 a des photosites qui sont plus gros que la One RS 1 pouce. Donc quand on est en 8K, on utilise les petits pixels avec le pixel binning. Là, c'est tout petit, hein, mais quand on utilise le 5,7K avec le pixel complet, et bien là, les photosites de la X5 sont plus gros que ceux de la One RS 1 pouce. C'est ce qui explique que dans mon test de la X5, dans l'église, là, quand j'ai comparé à la One RS 1 pouce, elle faisait mieux que la One RS 1 pouce. Ça avait surpris beaucoup de monde, mais je vous confirme, la X5, quand on a des lumières compliquées et qu'on utilise le 5,7K, hein, pas le 8K, elle fait mieux que la One RS 1 pouce. Et si on ajoute à ça le mode pure vidéo, elle fait encore mieux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir si cette DJI Osmo 360, avec ses capteurs de 1 pouce carrés ce coup-ci, ils sont carrés, et le cercle central utile, on va dire, qui du coup est immense, et bien si elle fera mieux que la X5. Alors attends, là, il commence à faire bien sombre. Je viens de faire une vidéo en 8K 25 images par seconde avec la X5 que j'ai un peu éloigné ici de la Osmo 360 parce que je voulais pas qu'elle soit trop dans le champ de la Osmo. Et là maintenant, on va aller un peu marcher avec ces deux caméras. Donc, toutes les deux sont en... Attends, que je te ferme ça. Voilà. Toutes les deux sont en 8K, 25 images par seconde, tout automatique. Je vais les mettre dans le même sens, voilà. Et on va essayer de voir un petit peu comment rendre les images. Donc là, il fait sombre, mais pas nuit encore. Donc vous avez vu, hein, les lampadaires sont allumés. Je marche. Donc la Osmo 360, comme je vous le disais, elle a deux capteurs de 1 pouce qui ont une définition native de 8K et des photosites qui sont bien plus gros que ceux de la X5. La X5, elle n'est pas faite nativement pour faire de la 8K, hein, c'est 5,7K. Et le 8K n'est obtenu qu'avec du pixel binning. Donc on divise les pixels, les photosites là en 4 petits pixels. Ce qui fait une meilleure définition, mais ce qui fait aussi que c'est moins sensible à la lumière. Donc on perd de la plage dynamique, on perd de la précision dans les zones d'ombre, il y a du bruit qui apparaît. Bref, c'est pas le 8K sur la X5, il est pas fait pour être utilisé quand il fait sombre. Pourquoi je m'en sers maintenant? C'est pour vous montrer la différence entre du 8K sur la DJI et du 8K sur la X5 dans des conditions où il fait sombre, que vous puissiez voir un petit peu la différence entre ces deux caméras sur les zones un peu sombres, sur le ciel, sur les détails, sur le bruit aussi, est-ce qu'il y a du bruit dans l'image, sur les zones qui sont très lumineuses comme les lampadaires, et aussi quand je marche au niveau stabilisation, comment ça se comporte entre ces deux caméras. Alors forcément, ces contraintes en termes de lumière et de taille de pixels, elles font que la stabilisation en pâtit aussi, parce que quand il fait comme ça très sombre et qu'on marche ou qu'on court, la stabilisation elle flotte, la caméra n'arrive pas à la gérer, quoi. Donc le fait d'avoir de plus grands capteurs et de plus grands pixels, ça permet d'avoir tout qui est mieux géré dans ces conditions compliquées. Et après, il y a aussi les modes qui sont les modes de nuit qu'on va tester maintenant. Voilà, maintenant on est en mode pure vidéo sur la X5 et Super Night sur la Osmo 360. Donc des modes qui sont faits pour quand il fait très sombre, voire nuit. Il y a en fait
une grosse réduction du bruit numérique en interne et aussi une meilleure gestion de la stabilisation de nuit. Bref, ces modes sont faits pour ça. Alors l'image, elle n'est pas impeccable, hein, comme si on avait un boîtier à 6 000 €, hein. Mais en tout cas pour des caméras d'action et 360, ces modes qui sont apparus il y a un an ou deux, hein, sur la Ace Pro, caméra d'action de chez Insta360, ces modes ils ont vraiment changé le jeu, hein, pour tout ce qui est image nocturne ou image compliquée niveau lumière. Et ils sont apparus sur des caméras 360 et maintenant ce mode Super Night de chez DJI il est aussi présent sur la Osmo 360 que je compare maintenant au mode nuit pure vidéo en fait de la X5. Donc voilà, on a deux modes qui sont bons, qui suppriment le bruit, mais deux capteurs qui sont très différents et c'est intéressant de voir aussi comme ça quand je bouge avec des hautes lumières sur les lampadaires et sur la ville et des basses lumières ailleurs. Et j'ai un petit peu trottiné pour voir comment la stabilisation se débrouille dans ces modes-là. Voilà. Alors on va un peu analyser quelques-unes de ces images. Donc là je suis en 8K sur les deux caméras, 8K 25 pour comparer un petit peu ce 8K de la X5 qui n'est pas sa définition native, hein, qui est censé être moins performant dans les basses lumières, avec le 8K natif de la Osmo 360. Profil de couleur normal 8 bits sur la X5 car elle n'a pas de 10 bits, et sur la DJI j'ai pris le D-Log M 10 bits. On reparlera après du D-Log M de la DJI. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que déjà pour commencer, la X5 s'en sort bien dans tous ces plans que je vous ai montrés, que ce soit en vidéo normale ou en mode pure vidéo. Elle s'en sort bien, c'est bluffant, et comme je vous l'ai dit pendant mon test de la X5, c'est vraiment très surprenant, hein, ce qu'ils en font, ce qu'ils arrivent à en faire, compte tenu du fait que c'est une caméra 360 dans des conditions comme ça, très sombres. C'est vraiment bluffant, ça n'a pas changé depuis que la DJI est sortie, hein. Ça reste très bon ce que propose la X5. Cela dit, puisqu'on est là pour les comparer, on va le faire. Ce qui est déjà caractéristique de la X5 et des caméras de chez Insta360 en général, c'est une image qui est très flatteuse. Une image qui est vraiment dans le ciel par exemple. On voit de très beaux ciels, de très beaux bleus, très punchy. On voit des fois des détails dans les nuages qu'on ne voyait pas à l'œil nu, hein. Ici, les petits détails qu'on voit dans les nuages là par endroits, et on le verra dans d'autres images plus tard, à l'œil nu je les voyais pas, et d'ailleurs la DJI en montre beaucoup moins. Donc une image très flatteuse sur la X5. Ici elle est plus réaliste, c'est un peu la caractéristique qui différencie ces deux images de manière générale, hein, entre les caméras de DJI et les caméras de chez Insta360. C'est flatteur chez Insta et plus réaliste chez DJI. Donc là après, le second point qu'on remarque, c'est que la DJI, sans surprise, elle est plus à l'aise dans les zones qui sont sombres. Que ce soit moi, hein, sur mon visage, je suis beaucoup mieux exposé sur l'image de la DJI, sans pour autant que le ciel soit cramé derrière, hein. C'est naturellement, avec un capteur qui est plus grand et des photosites plus grands, sans surprise, il y a une image qui est mieux gérée dans les scènes contrastées. C'est pareil sur les bateaux qui sont derrière, hein. Ici on devine qu'il y a le moteur ici à l'arrière de ce bateau, et là il est invisible, hein. Et où que vous regardiez dans les zones sombres, ce sera mieux géré sur la DJI que sur la X5. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est encore le ciel. Vous voyez, sur la X5, on a des nuages qui sont vraiment avec des détails qui sont c'est beau, hein, encore une fois c'est flatteur, mais ça en vrai moi je le voyais pas à l'œil nu quoi. Chez DJI c'est, on va dire, moins flatteur, c'est un ciel gris quoi, mais qui était plus réaliste par rapport à ce que je voyais. C'est pas un défaut de la X5, hein, c'est juste que voilà, comme je vous le disais, ces caméras de chez Insta360 ont tendance à embellir la réalité avec pas mal de détails, notamment dans le ciel, qui n'étaient pas présents en réel quoi. Bon, là encore, hein, dans les zones qui sont sombres, on devine ici le vert de la touffe d'herbe qui est ici. On voit pas mal de détails, de textures dans le mur de pierre. Là, c'est beaucoup plus confus, diffus, hein. On voit beaucoup moins de détails sur la pierre ici. Là, on voit même pas qu'il y a une touffe d'herbe, on voit juste une tache un petit peu plus sombre. Bref, sans surprise. Oui, il y a la corde aussi ici, là, qui part de ce bateau et qui vient
s'amarrer sur le quai, là elle est visible ici, en contraste noir sur blanc, après elle disparaît complètement. Bref, voilà, encore une fois, c'est pas mauvais ici. La X5, comme je vous l'avais dit, hein, c'est bluffant comme image dans les conditions de lumière qui sont compliquées, c'est bluffant par rapport à ce qui se faisait avant, mais là ici on voit quand même que l'image globalement a bien plus d'informations sans pour autant être parfaite. Alors la contrepartie d'avoir une image qui est globalement plus flatteuse, on la voit bien ici, c'est notamment qu'on a une teinte qui apparaît, le ciel, vous voyez, il est tout bleu, y compris dans les nuages, on a une sorte de teinte bleue partout, sur tout le ciel, alors que chez DJI, on voit bien des couleurs différentes. Là, c'est vraiment du gris ici, plus orangé sur le bas, et le bleu, on le retrouve que sur les parties de ciel pur, on va dire, et ce bleu-là, il est moins punchy que le bleu qu'on trouve chez Insta360. Là encore, bien sûr, hein, au niveau des ombres, mon visage, là, il est tout noir, alors que sur la DJI, on a plus d'informations. Donc pour résumer, la X5, que ce soit en mode pure vidéo 5,7K, qui a définition à privilégier quand il fait très sombre, ou en mode normal, vidéo normale, 8K, ce que vous voulez, ça reste bluffant. Comme je vous l'avais dit pendant son test, c'est bluffant. Il y a peu de caméras 360 qui font aussi bien aujourd'hui. Donc ça reste bluffant, mais comme je vous l'ai montré là aujourd'hui, ce que propose DJI, c'est mieux, c'est pas compliqué, c'est mieux. C'est plus réaliste, il y a plus d'informations, tout ce qui est couleur, détail, c'est globalement plus propre. Voilà, c'est une belle science des couleurs et du bruit et tout, hein, avec ses modes et son traitement logiciel, et tout en ayant une base technique qui est supérieure avec ce nouveau capteur de 1 pouce, enfin de 1 sur 1,1 pouce qu'elle propose. Courte pause pour vous dire que je vais maintenant faire partie de la team des créateurs IPLN. Donc IPLN, c'est un magasin de photos vidéo qui est à Lyon. Ça fait très très longtemps. Vous savez que je suis, on va dire, en très très bon terme avec le magasin Studio Sport. C'est toujours le cas, hein, j'ai aucun souci avec Studio Sport. Mais IPLN propose pas mal de choses qui sont hyper intéressantes pour moi, que ce soit un accès à du matériel qui m'intéresse pour que je puisse faire des tests, que ce soit des événements aussi organisés en live, pour différents dans des contextes différents, pour des rencontres avec vous, ou pour des lives organisés par IPLN. Bref, il y a plein de choses, plein de projets hyper intéressants qui vont se mettre en place avec IPLN. Et du coup, voilà, donc je mettrai maintenant sous la vidéo en description un lien vers IPLN en plus des autres, avec le code créateur MONSPORT06 qui vous permet à vous, quand vous allez acheter un produit sur IPLN, en rentrant ce code, de me remercier un peu pour mon travail et du coup de me faire profiter d'une petite commission sur votre achat. Donc pour vous c'est le même prix et moi j'ai une petite commission. Voilà, c'est un truc qui est pour moi qui est sympa. C'est pas du tout un partenariat officiel avec des contraintes, tout ça, hein. C'est juste qu'il y aura des liens qui vont se créer de plus en plus entre IPLN et moi, avec des choses qui seront aussi organisées par eux et moi pour vous. Bon, ça c'était vraiment du lourd, mais c'est pas fini. Comme je vous le disais, la définition native de cette DJI Osmo 360, c'est du 8K. C'est du 8K natif. D'accord ? Elle fait aussi du 6K, qui est juste, on va dire, une version allégée du 8K, mais qui n'a aucun intérêt en termes de basse lumière ou quoi, hein. C'est juste une version qui fait moins de poids au niveau des fichiers, le 6K. Il y a aussi du 4K pour le ralenti, ça on le verra par la suite. Mais sa définition native, c'est du 8K. Donc qu'il fasse sombre, lumineux, ce que vous voulez, vous pouvez utiliser du 8K. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que jusque-là, on avait chez la concurrence du 8K jusqu'à maximum 30 images par seconde. Et bien ici, on a le 8K 24, 25, 30, mais aussi 50 et 60. Donc là, on a du 8K 50 ou 60 images par seconde, qui est nickel, c'est un 8K, encore une fois, natif. Donc même s'il fait un petit peu sombre, on peut s'en servir et ça marche très bien. Alors ces fichiers en 8K 50 ou 60, l'intérêt c'est de pouvoir les ralentir après si on veut au montage. Donc là on peut faire filmer en 8K 50, après on ralentit x2 et on a du coup un équivalent 25 images par seconde avec du coup une vidéo qui va être ralentie x2. Ça c'est impossible hein, sur la X5, elle c'est 8K 30 au maximum. Voilà, cette DJI Osmo 360, vous pourrez faire des ralentis x2 tout en filmant en 8K. Ce 8K il s'enregistre avec quand on active l'option débit élevé, ce qui est vraiment important, j'en reparlerai après.
En débit élevé, on peut atteindre les 170 mégabits seconde au niveau de l'écriture des fichiers. La X5, elle est à environ 200 si je ne me trompe pas. Bon, c'est similaire et en tout cas, ça fait des fichiers qui sont assez lourds, mais c'est normal, hein, c'est pour ça qu'on prend ce style de caméra. Si vous prenez ça pour faire des fichiers avec un débit réduit et tout pourri, ça sert à rien, hein, prenez pas ça. Hein. Achetez-vous une occasion moins chère. Ça, c'est pour faire, on va dire, du lourd. Et le lourd, c'est du 8K 25. Si vous voulez ralentir 8K 50 ou 60, le tout avec le débit élevé. Attends, c'est pas fini. Donc, tu as du 8K natif, hein, pas de pixel binning pour le 8K, c'est du gros pixel bien gras 8K, capteur de 1 pouce, jusqu'à 50 ou 60 images par seconde, donc tu peux ralentir x2, le tout avec un bon débit d'enregistrement, donc voilà, c'est propre, et personne n'a jamais fait ça avant eux. Mais tu as aussi du D-Log M et du 10 bits. Donc tu as le choix entre profil de couleur normal en 10 bits ou D-Log M 10 bits. Ça, c'est encore une fois, c'est génial parce que chez Insta360, ils sont restés sur du 8 bits depuis le début. Alors, disons qu'en dessous d'une certaine qualité, d'une certaine taille de capteur, le 10 bits n'est pas forcément utile. Là, je peux vous garantir que sur cette DJI Osmo 360, quand on active le mode D-Log M 10 bits, la différence elle est énorme. J'ai fait différents essais, à la fois bien sûr en réel mais aussi sur Mir. Alors je te montre un test de Mir, mais j'en ai fait plein pour quasiment tous les modes de ces deux caméras. Là tu as la X5 donc en 8K 25 et là tu as la Osmo 360 en 8K 25 D-Log M 10 bits que j'ai étalonné ensuite avec mon LUT. On va prendre ici la ligne où il y a les nombres de marqués. Là sur la X5 on voit 42 très bien, 40, 36, 34, 32 c'est fini. 32 j'arrive pas à voir si c'est un 3 ou un 1 au début. Et après tout ce qui est ici à gauche du cercle là, on devine le 24. Et après c'est compliqué. Là la Osmo 360, 42, 40, 36, 34, 32, et après 26, 24, 22, 20, et au 18 ça devient chaud quoi. 18, celui-là on ne valide pas. Si je regarde ici la ligne qui est tout en bas, là il n'y a rien qui est visible sur la X5, rien du tout. Hein. Sur la Osmo on a 22 et 20, là, 22 et on devine le 20. Bon bref, où que tu regardes, c'est vraiment bien plus clair. Même toi le test ici, là on le voit ici marqué, là on n'arrive pas du tout à le lire sur aucun des endroits où il est écrit. L'image est bien plus précise sur la Osmo 360 et indépendamment de ça, même sur la DJI, j'ai remarqué une grosse différence entre le mode normal 10 bits et le mode D-Log M 10 bits. J'ai eu de superbes résultats, même sur les ralentis, comme je vous montrerai après, en 4K 100, quand j'utilise le D-Log M 10 bits, c'est vraiment beau comme image. Bien sûr, ça suppose de pouvoir étalonner ces fichiers, mais bon, même sur un smartphone, on remet des couleurs et ça rentre, et après sur un logiciel PC ou Mac, là avec un LUT, que ce soit le mien ou un autre, c'est pas compliqué à étalonner, mais en tout cas vous aurez un bien meilleur résultat en utilisant ce D-Log M 10 bits. Le D-Log M 10 bits, il est vraiment excellent, et ce, dans tous les modes de prise de vue où il est disponible. Donc le 10 bits, encore une fois, ça permet de prendre beaucoup plus de couleurs, d'utiliser en fait beaucoup plus de couleurs que le 8 bits. Et le D-Log M, c'est un profil plat de chez DJI qui permet d'avoir plus d'informations dans les basses et les hautes lumières. Donc quand on ne s'y connaît pas en retouche, en étalonnage des vidéos, il vaut mieux utiliser le profil de couleur normal. Donc vous avez le profil normal 10 bits sur cette DJI Osmo 360. Et ceux qui veulent s'essayer un petit peu à l'étalonnage ou faire comme moi, utiliser mon LUT, le D-Log M 10 bits, c'est comme ça que vous aurez le meilleur rendu d'image avec cette caméra. Et c'est aujourd'hui, selon mes tests, la première caméra 360 du marché, toute marque confondue, sur laquelle le D-Log M, en format log on va dire, a vraiment un intérêt. Encore une fois, si on a un petit capteur et une image bof, format log, ça sert à rien. Pour que ce soit intéressant, il faut vraiment une image sérieuse déjà à la base. Et là, c'est le cas. Donc là, ça veut dire que concrètement, quand je filme en D-Log M 10 bits, c'est fini le banding dans le ciel. C'est une sorte de bande de dégradé qu'on voit dans le ciel sur des caméras avec une image un petit peu
un petit peu légère, on va dire, en termes de qualité. Ça, c'est fini. Sur cette Osmo 360, en D-Log M10 je n'ai plus de banding dans le ciel. Ça, c'est génial, parce que c'est le gros point faible de ces caméras depuis leur début. C'est que quand on compare leur image à celle d'une caméra d'action classique, on est tout le temps en dessous. La caméra d'action classique, quelle que soit la marque, parmi les 3 grosses marques, on va dire, elle fait une image qui est bien supérieure à ce que produira une caméra 360 une fois l'image recadrée. C'est normal, il y a des contraintes énormes. Là, ça filme l'ensemble de la sphère. Quand on parle de 8K, c'est un 8K sur l'ensemble de la sphère. Donc quand on recadre pour regarder qu'un rectangle en 7/9, on a beaucoup moins que du 8K. Là, on peut exporter en 4K, comme sur la X5. Mais en fait, la qualité, c'est pour moi aujourd'hui, de manière incontestable, la meilleure qualité qu'on peut obtenir sur une caméra 360, on va dire grand public. Grâce à son capteur, grâce au D-Log M 10 bits, grâce à plein de trucs. Mais oui, c'est au-dessus de la X5 en termes de qualité d'image en vidéo. Alors, ok, vous allez me dire, Max, tu nous parles de 8K, je sais pas combien de bits, D-Log, machin, capteur de 1 pouce, très bien, mais forcément, cette caméra, vu qu'elle fait tout ça et qu'elle est petite et étanche, elle va surchauffer. Rassurez-vous, j'ai fait différents tests. Donc, j'ai voulu comparer la Osmo 360 avec la X5 en termes de surchauffe. Bien sûr, j'ai voulu faire un test qui serait, on va dire, objectif, fair play, équitable entre les caméras. Donc, c'était dans mon salon, avec environ 25 degrés. J'ai coupé sur les 2 caméras toutes les fonctions qui sont gourmandes en ressources. Et j'ai mis les caméras dans des modes qui sont équivalents. J'ai pas utilisé là-dessus le D-Log M 10 bits que elle n'a pas. J'ai pas mis du 8K 60. Donc, j'ai mis du 8K 25 images par seconde. J'étais pas en D-Log M. Bref, des modes, on va dire, similaires. Dans ces modes-là, je n'ai pas eu de limite d'enregistrement en termes de surchauffe. Donc en 8K 25, dans des modes équivalents, les deux ont enregistré jusqu'à ce que la batterie soit morte. Ensuite, j'ai voulu pousser juste pour tester sur du 8K 30. Souvent, je commence par un truc, on va dire, facile, et après, je monte par incrément. En 8K 30, j'ai refait le même test dans mon salon, environ 25 degrés, toutes les fonctions intelligentes gourmandes en ressources désactivées. 8K 30, pas en D-Log 10 bits, pour être équivalent à celle-ci. Et là, la X5 s'est arrêtée à cause d'une surchauffe à environ 40 minutes. Ça m'a un petit peu surpris, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est arrêtée, mais à 1h17, parce que la batterie était vide. Je pensais que la X5 tiendrait plus que ça, donc j'ai refait un test, toujours en 8K 30, le soir, ce coup-ci. Il faisait encore environ 25 degrés, ça descend peu dans la région le soir. Pareil, 8K 30, toutes les fonctions intelligentes coupées, les modes équivalents au niveau, pas de D-Log M 10 bits sur celle-ci, et pareil, la X5 s'est arrêtée bien avant la Osmo 360. Elle s'est arrêtée ce coup-ci à environ 33 minutes. Je vous mets à l'écran le nombre précis, le chrono précis. Et la Osmo ne s'est pas arrêtée. Donc elle s'est arrêtée quand la batterie... Non, même pas, c'est moi qui l'ai arrêtée à 1h10, je crois, parce qu'il fallait que je me couche. Donc au bout d'1h10 d'enregistrement, j'ai arrêté l'expérience, on va dire, parce qu'elle avait éclaté la X5. Donc voilà, 8K 25 sur les 2 caméras, pas de surchauffe. 8K 30, la Osmo 360, pas de surchauffe. La X5, surchauffe. C'est pour vous dire que dans un mode, on va dire, standard, vous ne serez pas embêté en termes de surchauffe. Bien évidemment, mon test était caméra à l'ombre avec environ 25 degrés. Le même test avec caméra au soleil, s'il fait 35 degrés à l'ombre, et qu'en plus il y a le D-Log M 10 bits qui est activé et des fonctions intelligentes qui sont activées, bien évidemment, ça va être potentiellement une grosse limite. Mais c'est pour vous dire que par rapport à X5, c'est mieux. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les ralentis, que ce soit pour le sport ou autre. Et donc ces caméras ont des modes avec grosse fréquence d'image. Sur les caméras 360, on va dire historiquement, jusqu'à la X3 comprise, c'était pas terrible, l'image était un peu pourrie. Sur la X4 c'était mieux, et la X5 c'est très bien aussi, ce qu'elle a fait comme amélioration en termes de grand nombre d'images par seconde par rapport aux caméras précédentes. Donc sur la X5 on a soit le ralenti en 4K jusqu'à 120 images secondes, dont je me sers très souvent, même pour des footings ou quoi, que je mets en story sur Instagram. Et on a aussi le ralenti qui est utilisé pour le bullet time. Vous savez qu'on fait tourner la caméra autour de soi là, donc ces 2 ralentis sur la X5, moi je les aime bien, ils m'amusent bien et je m'en sers régulièrement, encore une fois sur Instagram, mais
pour des vidéos plus sérieuses, notamment des vidéos sur ma chaîne YouTube, on voit les limites en termes de qualité. Sur la Osmo 360 de chez DJI, le 4K ne monte pas à 120, il monte jusqu'à 100 images secondes uniquement, mais il est génial. Alors il y a une grosse différence d'après mes tests entre avec D-Log MDBit et sans D-Log MDBit, et je vous conseille vraiment de mettre le D-Log MDBit parce que le 4K 100 images secondes en D-Log MDBit, je le trouve vraiment bluffant pour une caméra 360. Je me suis régalé avec, ça fait vraiment des superbes images. Alors bien sûr c'est pas au niveau de ce que ferait mon boîtier encore une fois, hein, mais je n'ai jamais vu aucune caméra 360 faire une image d'une aussi belle qualité avec un gros ralenti. C'est vraiment une possibilité que j'ai adoré utiliser et dont je me servirai encore une fois souvent avec cette DJI Osmo 360. Notez qu'elle a aussi un mode Vortex qui est un peu équivalent au Bullet Time. Donc un accessoire qu'on vient mettre pour faire une sorte de poignée en L là, et on fait tourner la caméra en mode Vortex autour de soi. Il y a 2 modes avec 2 fréquences d'image, et il y a notamment le 6K 120 qui est vraiment sympa, en 6K 120 ça marche bien. Et il y a, si je ne me trompe pas, le 4K 240 qui au moment de mes tests ne marchait pas. Donc si j'arrive à le tester avant de publier la vidéo et de finir le montage surtout, je mettrai des exemples en illustration, mais quand j'ai testé, le 4K 240 ne marchait pas. Vous savez, quand on teste ce style de caméra, on a des versions firmware là, bêta, avec quelques petits bugs par-ci par-là, qu'on fait remonter à la marque, après ils corrigent, donc vous aurez sûrement la version définitive qui marchera nickel, mais au moment où j'ai fait mes tests, en tout cas, le Vortex ne marchait que en 6K 120, et c'était déjà un bon résultat. Donc pour conclure sur la partie vidéo, la X5, elle est excellente, c'est une super caméra. Quand les conditions de lumière sont bonnes, franchement c'est une question de goût et de couleur, quoi, parce que la X5 elle fait une très belle image, des fois elle est même plus flatteuse pour le ciel, tout ça, donc ce sont 2 super caméras quand les conditions de lumière sont bonnes. Dès que les conditions de lumière se dégradent, la Osmo 360 reprend nettement l'avantage. Et au-delà de ça, je trouve que quand on utilise le D-Log MDBit, ce qui encore une fois, je vous le redis, apporte vraiment un gros gain d'après mes différents tests, on a une image qui se rapproche vraiment de ce que font d'autres caméras de la marque. Elle sera beaucoup plus facile à faire matcher avec celle d'un drone DJI ou d'une Osmo Action 5 Pro ou même d'un boîtier que ce que vous ne pourrez faire avec la X5. Franchement, le ciel déjà, le fait qu'il n'y a pas de banding, les nuages et tout, ça peut être moins flatteur des fois que ce que fait X5, mais c'est quelque part bien plus pro, bien plus réaliste. L'image de la Osmo 360, globalement, je la trouve meilleure que celle de la X5. Alors un petit mot rapide sur la photo qui est assez simple. On a le choix entre du 30 mégapixels ou du 120. Le 30 c'est la définition native et le 120 c'est obtenu par pixel binning. Vous savez, comme tout à l'heure on a dit, là c'est en divisant chaque pixel en 4 petits pixels. Donc le 120 mégapixels, forcément vu qu'on a des pixels qui sont plus petits, il va être moins sympa, moins à l'aise pour gérer les basses lumières. Donc cette haute définition pour la partie photo, elle est utilisée plutôt quand c'est bien lumineux, et dans ce cas-là on a vraiment du détail, c'est vraiment sympa quand la scène est bien lumineuse, mais si ce n'est pas le cas, ou s'il y a de trop grosses différences d'exposition, des zones sombres et des zones très éclairées dans la même photo, il vaudrait mieux prendre le mode de base 30 mégapixels et utiliser la fonction HDR qui n'est disponible que en 30 mégapixels. Donc malheureusement aujourd'hui, c'est pas une caméra que je recommande pour tout ce qui est visite virtuelle pro, parce qu'il lui manque des choses qui sont présentes sur les caméras concurrentes, comme le bracketing. On n'a pas de AEB, qui pourtant est présent sur les drones, et ça je leur ai dit dès le début, quand j'ai reçu la caméra il y a maintenant un mois, je l'ai dit à DJI, que ce serait vraiment un gros plus de rajouter le bracketing exposition, s'il y avait là-dessus un AEB 7, comme il y a sur les drones DJI récents, ce serait vraiment pour le coup super intéressant, parce que le HDR, c'est
c'est un peu du AEB de Wish, quoi. C'est pas aussi efficace. Et quand on a en plus, comme sur la X5, du bracketing avec des images en RAW, là, le DNG, c'est largement au-dessus. Donc pour tout ce qui est visite virtuelle, pro, des photos donc dans des maisons pour créer après une visite où on se déplace, souvent dans ces cas-là, on a des fenêtres qui sont très très lumineuses et à l'inverse des choses qui sont un petit peu plus sombres dans la maison. Et là, il faut vraiment du bracketing d'exposition, du AEB, qui n'est pas présent sur cette Osmo 360 malheureusement. Donc la partie photo elle est sympa. Quand c'est bien exposé, c'est comparable à ce que fait, même des fois mieux, à ce que fait la X5, parce que là on est sur du 120 mégapixels, donc quand c'est bien lumineux, on a vraiment beaucoup de détails, plus que le 78 que peut faire au maximum la X5. Mais encore une fois, pour les scènes qui sont contrastées en lumière, et pour tout ce qui est possibilité générale du mode photo, on est quand même derrière ce que propose la X5. Ce n'est pas une caméra aujourd'hui qu'on peut utiliser de manière professionnelle en photo. Après, pour du loisir, c'est top, ça marche très bien. Alors au niveau des modes de prise de vue, déjà on a le choix entre les prises de vue sphériques ou les prises de vue en mono-objectif, tout comme c'est le cas sur la concurrence. Le mode mono-objectif, il est intéressant, on peut monter jusqu'à 5K, contrairement à la X5 qui elle fait au maximum du 4K. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de le faire en 16 neuvième ou en 4 tiers. Alors que sur la X5, c'est ou 16 neuvième ou 9 16e. Notez que ce 4 tiers, il est bizarre, parce que comme le capteur est carré, j'ai un peu du mal à voir d'où vient ce format 4 tiers, pourquoi il n'y a pas un format 1 par 1 en fait, qui serait du coup un carré inscrit dans le cercle qui sert à faire l'image 360. Mais en tout cas voilà, on a 4 tiers, 7 neuvième, 9 16e en 5K, avec bien sûr des logs MD-bit disponibles. On a aussi un mode vidéo boost qui permet de booster un petit peu les fréquences d'image pour faire des ralentis dans ce mode lentille unique. Le tout marche très bien. Le tout est avec une image plus nette, plus précise et aussi qui gère mieux les contrastes de lumière que ce que propose la X5. Donc en ça, c'est une caméra qu'on pourra utiliser aussi pour vlogger, pour faire des images ou du sport, bien sûr, parce que niveau stabilisation, elle fait de superbes images bien stabilisées, même en mode mono-objectif. Et c'est aussi pour utiliser ce mode qu'ils ont créé un accessoire spécifique qu'on vient clipser sur les fixations ici qui sont communes à celles de la Osmo Action. Il y a un petit filetage en dessous pour mettre sur une perche, mais on peut aussi appuyer sur un bouton et incliner la caméra comme ça pour vlogger avec cette Osmo 360 en mode mono objectif. Bien sûr, quand on fait ça, si on filme en mode sphérique, la perche du coup sera visible. Pour qu'elle soit invisible, il faut absolument que la caméra soit dans le prolongement de la perche. Bref, ce mode lentille unique, il est vraiment sympa. Et ensuite, quand on est en mode sphérique, on a le choix entre le mode photo, le mode vidéo, le mode selfie, qui est un peu l'équivalent du mode Mi qu'il y a sur la X5. Donc c'est un mode où en fait la caméra va tout le temps filmer vers vous en fait. Donc vous n'aurez pas besoin de recadrer l'image par la suite. Ça utilise les deux objectifs pour filmer une image 360 et n'en garder que la partie qui est en fait vers la perche. Donc c'est un mode qui est pratique pour ceux qui en ont le besoin. Il y a aussi un mode time-lapse avec time-lapse ou hyperlapse, et on a le choix sur les paramètres qui marche bien aussi. Et enfin, il y a le mode vortex qui lui, comme on l'a vu, permet de faire ces plans là où la caméra tourne rapidement autour de soi et qui sont après ralentis. Et on a parlé du mode Super Night. Alors avant de parler des points qui m'ont moins plu et des points, on va dire des limites de la caméra, que ce soit des limites en soi de manière objective ou des limites par rapport à la X5, un petit mot rapide sur tout ce qui est application et logiciel. Comme vous le savez, c'est une grosse partie hyper importante du traitement des images prises par ces caméras, et donc c'est un point aussi qu'il est important de tester. Alors il y a une application qui est Mimo, la même que celle qu'utilise la Osmo Action 5 et tout ça là. Donc DJI Mimo prend en charge la Osmo 360 et donc elle sera mise à jour sur votre smartphone ou tablette le jour de la sortie de la Osmo 360. Cette application Mimo est très simple. Il n'y a pas toutes les possibilités ni toutes les fioritures présentes sur l'application Insta360. On est revenu à la base, des points clés, un traitement de l'image, l'ajout des données GPS ou cardio de votre Garmin ou autre. Bref, c'est vraiment une application, on va dire, il n'y a aucune aide à
à l'édition comme on peut avoir chez la concurrence. Là, c'est vraiment, on va dire, la base, mais moi, ça me va très bien aussi, hein, avec juste travailler des vidéos, des points clés, choisir ses paramètres d'export, rajouter quelques trucs dessus, traiter les images avec des filtres, des LUT, bref, ça marche bien, ça ne rame pas, en tout cas pas sur mon iPhone 15, et le boulot est propre. C'est vraiment une application qui est encore une fois très très loin de tout ce que peut proposer la concurrence, mais elle fait le boulot et elle permet de faire rapidement son travail. En tout cas pour moi qui suis habitué, j'ai pas vu du tout de souci à utiliser l'application DJI Mimo, et aussi le logiciel DJI Studio qui lui est tout nouveau, hein. Ils n'avaient pas de logiciel pour leurs images DJI, logiciel PC ou Mac. Donc DJI Studio qui marche bien aussi. Pareil, des points clés, un peu plus de possibilités, mais là, la version que j'ai n'est pas encore finalisée. J'ai encore des trucs qui sont écrits en chinois, donc je ne vais pas trop en parler, mais en tout cas, j'ai eu aucun souci à travailler les images de la Osmo 360 avec le logiciel ou l'application. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de gros soucis à travailler les images photo vidéo avec DJI Studio ou DJI Mimo, mais il y a quand même quelques limites qui seront sûrement gommés dans les mises à jour que vous aurez quand la caméra sera sortie. Et j'en parlerai rapidement dans la partie de la vidéo qu'on va aborder maintenant, à savoir les points qui sont pour moi aujourd'hui encore des limites, des points à améliorer sur la Osmo 360. Alors première limite, c'est que en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, les possibilités logicielles que ce soit sur la caméra comme sur l'application ou le logiciel PC ou Mac sont beaucoup moins fournis que la concurrence. On n'a pas de live avec cette Osmo 360, alors que sur la X5 et la X4 on peut faire du live avec. Là c'est impossible. On n'a pas le bracketing, ça je vous en ai parlé, sur l'application, sur Mimo, donc quand on veut faire une légère rotation d'un plan, soit pour remettre l'horizon un petit peu droit, quand il ne l'est pas tout à fait, soit pour faire une rotation progressive d'un plan, un effet un petit peu comme ça, et bien les incréments d'orientation sont beaucoup trop gros, alors que sur le logiciel, j'arrive vraiment à augmenter, à faire bouger la rotation de manière très très fine. Sur l'application, c'est beaucoup trop gros. Toutes les possibilités d'édition pour les débutants, tout ce qui est les modes automatiques d'édition dont dispose l'application Insta360 ne sont pas dispo ici. On n'a que les points clés classiques et pas de fioriture, quoi. Donc voilà, au niveau software, que ce soit dans la caméra, les modes de prise de vue aussi, on en a beaucoup moins, les modes dashcam, tout ça qui est présent là-dessus. Il y a plein de modes qu'on n'a pas sur la Osmo et qui sont sur la X5. Donc c'est normal, c'est leur première. Dans là, ce qu'ils voulaient, c'est un truc, je pense, béton au niveau image et fonctionnel, mais évidemment, ils n'ont pas les 7 ou 8 ans d'avance qu'avait pris la concurrence pour tout ce qui est suite logicielle derrière et possibilités logicielles de la caméra. C'est normal, mais c'est une limite réelle aujourd'hui. Deuxième limite, j'ai vu un teasing de cette Osmo 360 sur lequel DJI disait que c'était un petit peu la caméra unique. Quand je vois ça, moi je comprends que c'est une caméra qui peut faire à la fois caméra 360 et caméra d'action classique. Alors, sur Terre, pourquoi pas? Parce que le mode lentille unique, il marche bien. Et franchement, le son est bon, les micros, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais le son interne est bon. Bien sûr, elle marche avec tous les micros sans fil de la marque. Donc la compatibilité par rapport à ça est irréprochable. Mais là où je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une caméra unique, c'est que l'image sous-marine sans caisson étanche, en mode mono-objectif, elle est éclatée au sol. Elle est nulle. Donc ça, en fait, pour être plus précis, au début sur la One X2, jusqu'à la One X2, on avait une image sous-marine en mono-objectif, sans caisson, hein, qui était bonne. Et la X3 aussi, je crois. Et c'est parti en vrille à la X4. Donc X4 et X5, les images sous-marines en mode mono-objectif, elles sont pourries, c'est tout flou en fait. Et c'est pareil là-dessus, voire un peu pire. Donc je sais pas si c'est... Ça c'est un point sur lequel j'ai pas d'infos, j'aurais dû en demander avant. Mais je sais pas si c'est un problème vraiment physique, hein, que les lentilles qui prennent sont pas faites pour faire des images nettes sous l'eau. Ce qui est bizarre parce que... Enfin bon, ce qui est bizarre, non, mais une caméra d'action classique, elle fait de très belles images sous l'eau, hein, que ce soit la Osmo A5 Pro ou des concurrentes, elles font des images sous-marines magnifiques. Hyper nette, cristalline, et là dans ma piscine qui est translucide, là l'image elle est pourrie quoi, en mode mono objectif, et c'est pareil en mode 3.6 bien sûr, sauf qu'en plus en mode 360 on n'a pas d'assemblage sous l'eau sans caisson étanche. Bref, ces caméras
360 en mode mono-objectif, vous ne pourrez pas vous en servir sous l'eau, même si elles sont étanches à 10 mètres, l'image elle est pourrie en mode sous-marin. Je sais pas si techniquement c'est possible de faire autre chose, vu que la concurrence n'y arrive pas non plus, mais sachez-le, ce n'est pas la caméra unique que vous pourrez acheter et amener en vacances dans une île paradisiaque pour faire des images de la faune marine sans avoir de caisson étanche. Voilà, c'est pas une caméra qui est faite pour faire des images sous l'eau sans caisson étanche. Autre limite, comme je vous l'ai dit, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas la possibilité d'exporter les vidéos en 5K de l'application ou du logiciel. Alors quand on fait des vidéos en mode mono-objectif, on a deux fichiers, l'un des deux est en MP4. Donc lui c'est bon en fait, hein, nativement il est en 5K, mais quand on passe par l'application, par le smartphone, et bien du coup on peut pas exporter le fichier qu'on visionne en 5K. Donc ça, faut que ça soit corrigé parce que c'est un peu con de filmer en 5K si on ne peut pas exporter en 5K avec le smartphone, quoi. Et enfin, dernière limite dont je voulais vous parler, bah ça on l'a vu aussi, hein, c'est qu'on n'a pas d'objectif remplaçable sur cette Osmo 360. Alors, ma conclusion. Déjà, la conclusion, forcément, elle tient compte du tarif. Le tarif de cette Osmo 360, caméra toute seule, hein, caméra nue, c'est 479,99 €. Donc on va arrondir à 480 € pour cette Osmo 360 en édition standard, on va dire, contre 589,99 €, donc 590 € pour la X5. Donc 480, 590, il y a 110 € d'écart dans la version standard entre la DJI et la Insta360. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. En revanche, quand on prend les packs, avec le pack créateur pour la Osmo et puis les différents packs qu'il y a pour la X5, là l'écart se resserre puisqu'on est à 630 € quand on arrondit pour le pack combo aventure pour la Osmo, donc 630, et les packs pour la X5, ils sont autour de, allez, j'en ai un à 700, j'en ai un à 650, donc là l'écart se resserre sur les packs. Alors là, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas ce que contient le pack aventure. Donc ça va aussi dépendre de ça. Donc déjà, avant de conclure, il faut bien avoir en tête que la caméra seule, en pack standard, on va dire, elle coûte 110 € de moins que la X5, ce qui est beaucoup. C'est le pack standard, en fait, il est vraiment super intéressant par rapport au pack standard de la X5. J'ai fait récemment un petit sondage sur Instagram pour demander si les gens voudraient que je me mouille plus dans mes conclusions, c'est-à-dire que je donne mon avis en fait, plutôt que des faits. Moi, ce que j'en pense, est-ce que ça vous intéresse ou non? C'est toujours un peu délicat ça, parce que les faits, ils sont clairs. L'image, globalement, sur cette DJI, je la trouve meilleure que sur la X5, globalement. Il y a des points particuliers où c'est vraiment mais flagrant, quand on utilise le D-Log M10 bits, qu'on soit en 8K ou en 4K 100 ou comme ça. Bah, franchement, c'est top. J'avais jamais vu une caméra 360 faire de si belles images, que ce soit au ralenti ou pas au ralenti. Donc oui, je trouve que le pari par rapport à ça est réussi. Si vous voulez la caméra 360 qui aujourd'hui a la meilleure image, sans payer 20 000 €, hein, à mon avis, c'est elle. Et en plus, ce sera d'autant plus facile de mélanger, de mélanger son image à celle d'autres produits DJI dans un montage vidéo. Donc ce D-Log M10 bits, quand on sait un petit peu le travailler, ce qui encore une fois n'est pas compliqué, hein, avec mon lot dont je mets le lien sous la vidéo, il n'y a rien à faire, c'est un vrai régal. Avec un capteur de 1 pouce et D-Log M10 bits et un bon débit qui va avec, le 8K 50, franchement, si votre priorité c'est la qualité d'image, bah, pour moi c'est elle qui l'emporte face à la X5. Après, le côté design, bah, chacun verra selon ses besoins et tout. Moi, j'aime beaucoup ce design, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avec plein de trucs qui sont très pratiques. Et après, il reste les possibilités. Et ça, évidemment, sur tout ce qui est possibilités, mais c'est évident que chez Insta360, ils ont une grosse avance en termes de logiciels, de micro-logiciels, d'applications. Donc par rapport à ça, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus sympa aussi pour les débutants, notamment l'application. Il y a beaucoup de points communs, mais il y a aussi clairement beaucoup de choses sur lesquelles ils sont largement en avance. Et en termes de matériel, bah, vous l'avez compris, hein, l'un des gros points où la X5 est à l'avantage,
c'est ces lentilles qui sont remplaçables et aussi l'écran qui est plus grand. Après, voilà, le reste, ce sera vraiment à vous de voir. Mais ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que DJI, ils se sont lancés là-dedans. C'est un petit bout de temps qu'il y avait des rumeurs qu'on l'attendait. Je pense que comme je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est pas évident pour une marque de faire ce style de choses. Et selon moi, le pari est réussi. Cette caméra, c'est déjà, dès la première version, un vrai régal. Franchement, moi je me suis régalé à la tester et c'est pas fini. Je ferai encore plein d'images avec et plein de vidéos de tests et de tutos dessus. Mais pour moi, le pari est clairement réussi parce qu'aujourd'hui, la question se pose, selon vos besoins, vos envies, votre budget, et comme vous l'avez vu, niveau budget, elle est bien placée, eh bien, entre acheter celle-ci ou celle qui était jusqu'à aujourd'hui la référence du secteur. Donc franchement, c'est une sacrée réussite comme première sortie de caméra 360 de chez DJI. Bon voilà, cette vidéo sera sûrement très longue, j'ai pas encore commencé le montage bien sûr, mais c'était un vrai régal, ça fait quasiment un mois que j'y suis, vous vous en doutez, c'est beaucoup de travail pour arriver à tout tester, analyser, comparer, aller faire des images sympas pour illustrer. Mais bon, c'est génial et c'est aussi grâce à vous que des marques comme ça me font confiance pour tester en avant-première leur caméra. Et dans ce cas, comme c'est vraiment une caméra d'un style qui est nouveau pour DJI, j'étais vraiment ravi de pouvoir la tester et vous donner mon avis avant le jour où elle sort, quoi. Bref, c'est vraiment une vidéo que j'ai beaucoup aimé vous préparer. J'espère que c'est une vidéo que vous aurez aussi aimé regarder. Dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi ce que vous pensez de cette Osmo 360. Je mets comme d'hab des liens affiliés sous la vidéo en description pour ceux qui veulent plus d'infos ou qui veulent l'acheter. Ces liens feront que vous paierez le même prix, mais moi j'aurai une petite commission, ce qui est un moyen sympa de soutenir mon travail. Si la vidéo vous a plu ou était utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.